retour dans cette émission, l'autre journal numéro 110 avec nos invités Nicolas Adigli et Jérôme Sossou. Nous abordons le second sujet lié aux tasses de l'OTR, les tasses que l'OTR impose aux Togolais situés à la diaspora qui revient au pays avec des matériaux qui circulent sur la toile depuis le week-end passé et qui suscitent des commentaires sur la toile. Jérôme. Je me dis que est-ce que les Togolais ou ceux qui nous gouvernent veulent véritablement avancer? Est-ce qu'ils veulent véritablement copier ce qui se fait de bien à côté d'eux? Ailleurs, on a supprimé les tasses au niveau de l'aéroport pour faciliter à ce que la diaspora arrive à s'installer dans le pays. Mais par contre, au Togo, on voit, il y a un paradoxe qui ne dit pas son nom, qui s'installe. Et on gouverne comme si... je ne comprends rien du tout. Le ministre des Affaires étrangères togolais a sillonné le globe terrestre pour sensibiliser, pour convaincre les Togolais de la diaspora de venir s'installer au Togo. De venir s'installer, investir au Togo. Ils sont même allés dire que l'apport de la diaspora dépasse l'apport de l'Union européenne. Et ainsi, tant est que la contribution de la diaspora est énorme. Comment est-ce qu'on peut vouloir mettre encore des bâtons dans les roues de ceux-là, ceux qui contribuent énormément à l'économie du pays, ceux-là dont vous avez besoin, ceux qui vous sentez la nécessité qu'ils viennent investir dans le pays, vous leur compliquez encore la vie. C'est incompréhensible. Ça, je n'arrive même pas à cerner le contour de ce qu'on veut véritablement faire dans ce pays. Bien avant tout cela, cet état de choses a créé une polémique qui a fait sortir les responsables de l'OTR, qui ont démenti, qu'ils avaient démenti. Moi, j'ai suivi un commissaire de l'OTR, bien sûr, M. Agoro, qui était à Canal FM, qui disait que rien n'a été changé par rapport à ce qui se faisait avant. Et puis, bon, je dis que c'est rassurant. Si c'est le même système qu'on avait mis en place depuis très longtemps, qui continue, alors là, félicitations à l'OTR. Mais c'est le pire contraire. Avec l'acte qu'on a vu, avec tout ce qu'on a vu la dernière fois, je me suis même posé des questions de savoir si ce n'est pas de la politique qu'on est encore de mettre dans cette affaire-là. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui a envoyé un conteneur, tout ça là, il va mettre ça dans un magasin de vente. Il a même dit dans l'audio qui a suivi la vidéo, il a même dit que sa maman est ici, le gars dit que sa maman est ici, au lieu qu'on l'appelle régulièrement, tout ça là, on va mettre ça en vente pour que ça puisse satisfaire les besoins de... c'est de bonne guerre. Maintenant, si on arrive à fouiller le conteneur, et dans chaque sac, dans chaque carton, on a sorti tout, on a évalué, je ne sais pas par rapport à quoi on a pu évaluer tout ça là, et on a donné 16 millions. Je me suis posé la question de savoir, d'abord, est-ce que tout ce qu'il a mis dans le conteneur a pu avoir une valeur de 16 millions? Et le fret qu'il a fait, toutes les dépenses qu'il a faites, avant que le conteneur arrive ici, on lui flanque encore 16 millions. Avec tout ça là, est-ce qu'il peut arriver quand même à avoir son prix d'achat, les dépenses? Est-ce que ça peut couvrir, lorsqu'il va vendre tous ces matériels là, est-ce que ça peut couvrir ses dépenses? Si en même temps vous demandez aux gens de venir, en même temps vous les contraignez de revenir, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. C'est pour ça que je me dis qu'on doit revoir tout le système. L'OTR est en train de faire fuir des gens. L'OTR est en train de faire fuir. Vous arrivez au niveau de la douane togolaise.
C'est un gros dossier que je détiens depuis un moment, que je suis en train de couper petit à petit. Mais c'est-à-dire qu'on crée des situations inconfortables aux investisseurs, aux déclarants de douane, à ceux qui pouvaient quand même faire venir les marchandises ici pour satisfaire nos besoins. Mais il y a des gens, des chefs de bureau, il y a les douaniers, tout puissants, je dis, tout puissants, qui dans leur bureau décident de ce qu'ils veulent. De ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils imposent des tâches, et ce qui fait que les investisseurs sont en train de contourner la douane togolaise. Ils vont au Bénin, ils vont au Ghana pour quand même faciliter leurs transactions, leurs opérations. Et c'est l'économie togolaise qui perd. Réellement, c'est l'économie togolaise qui perd. Mais personne n'est là pour taper du poing sur la table, pour leur demander de cesser ça, pour les décourager. Ils sont tout puissants, ces douaniers-là, qui sont dans les bureaux, qui estiment les valeurs. Je ne sais pas par rapport à quoi, je ne sais pas par rapport à quel appareil ils le font. Ils sont tout puissants, ils sont maîtres, ils sont plus forts que Dieu même, à la douane là-bas. Ils font du n'importe quoi, un grand bordel, sincèrement. Et personne ne leur dit rien. C'est comme si le chef de l'État n'est pas au courant de tout ce qui se fait à la douane. Peut-être qu'on lui fait des faux rapports. Peut-être que le chef de l'État ne s'aperçoit pas encore que les investisseurs n'arrivent plus au Togo. Je ne sais pas s'il le sait. S'il ne le sait pas, je suis en train de lui donner l'information qu'il vérifie lui-même, et pour quand même décourager ceux qui sont tout puissants et qui font en sorte que les investisseurs n'arrivent plus. Ce qui font que les déclarants en douane sont toujours en conflit avec leurs clients. Ce n'est pas bien pour notre économie. Vous parcourez les petits marchés de Lomé, les petites boutiques, les ateliers des artisans, etc. Mais l'hôtel fait le gendarme chaque minute, chaque seconde. Derrière. Comment est-ce qu'on peut vouloir est-ce que l'économie se développe et en même temps créer des tâches, courir derrière, on ferme les boutiques? Mais quand même, au-delà de l'hôtel, il y a les mairies qui le font, il y a la préfecture qui prend de l'argent. Mais aujourd'hui là, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui nous a fait un petit compte, un petit calcul aujourd'hui par rapport au riz, un sac de riz. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit qu'à Thaïlande, quand on va payer le sac de riz, c'est à 8 000. Le sac de riz coûte 8 000 là-bas. Maintenant, la TVA et toutes les dépenses avant d'arriver ici avoisinent peut-être 10, 15, 12, quelque chose. Maintenant, au-delà de ça, il y a la TVA. Malgré le fait qu'on a déjà payé la TVA, on paie encore la TVA. Et tout le revenu est estimé à 27 000 francs. Maintenant, quand on fait les petits décomptes là, l'État togolais qui n'est pas allé à Thaïlande pour acheter du riz, pour s'acheter du riz, pour venir le revendre, l'État togolais bénéficie 12 000 sur le prix de revient. C'est-à-dire toutes les dépenses que le gars a fait. Toutes les dépenses lui reviennent peut-être avec 27 000 francs. Maintenant, l'État prend 12 000 francs. L'État seul, sur le sac de riz, 12 000 francs. Maintenant, à combien le gars dit que lorsqu'on va vendre, eux vont revendre le riz, c'est 700 francs leur bénéfice sur le sac de riz. Si l'État prend 12 000 francs, celui qui fait le commerce gagne 700 francs. Mais vous voyez comment est-ce que l'État togolais exploite véritablement ses propres citoyens. Et comment est-ce qu'on peut vouloir quand même faire en sorte que la population soit quand même soit tranquille, mange bien. C'est pour ça que vous arrivez dans la rue, il n'y a que la misère qui défile sur les visages. C'est pour ça que des gens sont aigris en moins de choses. Et des gens s'insultent, ils veulent aller se bagarrer dans la rue. Ce n'est pas sérieux. Et donc, l'auteur doit évidemment revoir sa copie pour faciliter la vie aux commerçants qui sont obligés de payer l'électricité, le personnel, et le magasin, tout et tout. Il y a, vous savez, beaucoup de choses qui reviennent aux commerçants, alors que
l'État qui est tranquillement dans son bureau bénéficie, gagne plus que celui-là qui va faire le commerce. Ce n'est pas bien. C'est vraiment déplorable. Oui, Nicolas, ce qu'on ne comprend pas, aujourd'hui on sait qu'il y a la misère au Togo. Et le secours du Togolais aujourd'hui lui vient d'un frère, d'une soeur, d'un parent qui est à l'étranger. Et ce parent envoie quelque chose au citoyen togolais qui est sur place. Et là aussi, c'est difficilement que le bénéficiaire va avoir accès à cela. Parce qu'il y a des tasses à payer. Quand on calcule tout ça là, le citoyen, le misérable togolais qui est là, qui est ici, n'arrive pas à payer ses frais. Et puis voilà, c'est ces matériels-là restent. Je l'ai souvent dit que le Togo est un pays complexe. Et le Togo est un pays de désastre. Pour la simple raison que ceux qui gouvernent ce pays l'ont voulu ainsi. Et quand nous prenons la diaspora togolaise, on reconnaît que le flux financier de la diaspora togolaise est très important. Tout ce qu'il envoie pour les parents au pays est très important et ce n'est pas négligé. Mais pendant ce même temps, on veut catégoriser la diaspora. Vous avez vu la dernière élection présidentielle. Qui est-ce qui ont voté dans la diaspora? vous conviendrez avec moi qu'on va prendre des petits là de la France qui disent je vais voter cette année et ils sont combien? Pourquoi on n'a pas voulu que tout ce qui est diaspora, tous ceux qui ne sont pas au Togo, dans les pays où sont, ils aillent dans leur ambassade pour s'inscrire et aller voter? Ça n'a pas été fait. Ils ont voulu catégoriser tout en divisant la diaspora comme ça, parce que c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Sur leurs petits calculs les plus vilains politiques, ils agissent de la sorte. Et quand vous revenez en arrière pour les décisions de l'OTR, c'est-à-dire quand Jérôme était de parler, j'avais un peu les larmes aux yeux parce que il y a un jeune Togolais aux États-Unis qui a vu des élèves souffrir et a promis des ordinateurs pour ces élèves-là. Pour 50 élèves, plus même. Et il est allé, il a vu les associations là-bas qui ont tout fait pour qu'ils puissent avoir ces ordinateurs. Mais la décision de l'OTR aujourd'hui fait qu'il ne peut plus venir avec les ordinateurs. Parce qu'arriver avec les ordinateurs ici, on va lui seulement dire de prendre un seul ordinateur. Le reste, on va le facturer ça. Il va faire comment? Et les donateurs, puisqu'il leur a expliqué la décision, ils se sont moqués de nous. Ils ont dit, mais c'est quel pays encore ça? Et c'est dans ce même pays que chaque fois sur les médias les plus officiels d'ailleurs, on crie oui, l'OTR a allégé les taxes de quoi? L'OTR a allégé telle taxe. Mais voilà ce qui se passe. Comment les Togolais de l'extérieur peuvent vouloir dans cette situation venir investir? Or, c'est dans ce même pays qu'on voit les autres, les étrangers. Je n'ai rien contre ceux qui vivent au Togo, les étrangers qui vivent au Togo, surtout que les Togolais qui sont à l'étranger. Mais ceux qui sont dans le commerce ici aujourd'hui, combien ont l'argent dans nos banques ici et qu'ils utilisent encore l'argent là pour faire et développer le pays? Il n'y en a pas. Quand ils vendent, ils amassent et puis ils envoient dans leur pays. Quand ils vendent, ils amassent et puis ils envoient. Or, dans un pays normal, ça ne doit pas être ainsi. Mais chez nous, on le fait. Vous allez voir que le Togo est un pays atypique et très complexe. Et selon certains décrets, je vais en revenir, selon certains textes, à ma connaissance, et les étrangers pour construire doivent avoir une certaine autorisation. Est-ce que ça a été... C'est le chef de l'État seul qui donne l'autorisation. Aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers, ils ont construit, nos parents, avec la pauvreté, ont vendu des terrains à ces étrangers-là. Et puis le problème, c'est quoi? Les étrangers sciemment savent que non, qu'ils ne doivent pas construire. Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils arrivent à avoir nos filles, puisqu'ils arrivent à avoir la sécrétion génitale avec nos filles togolaises, ils font quoi aujourd'hui? Ils donnent, ils font tout pour faire une nationalité, une carte d'identité à ces enfants-là qui naissent pas
pas seulement forcément des Togolaises, mais leurs enfants qui naissent au Togo, ils font tout pour leur trouver une carte d'identité et pour mettre le nom de cet enfant, puisque étant né au Togo et que c'est à lui qu'appartient ça. Mais c'est grave. Et on ne voit pas ça. On ne va pas dans ce sens pour dire halte, pour qu'au moins les Togolais puissent avoir le Togo pour les Togolais d'abord, puisque les gens ne puissent. Vous savez, j'ai écouté cette phrase et au Sénégal, j'étais un peu. On dit le Sénégal pour les Sénégalais d'abord. Non, c'est intéressant. C'est comme au Bénin. Le Sénégal pour les Sénégalais d'abord. Et vous allez voir que c'est vrai pour les Sénégalais d'abord. Or, chez nous ici, ce n'est pas ça. Le Togo pour les étrangers d'abord. Mais Nicolas, et ce que les Togolais oublient aujourd'hui, c'est que le Togo est vendu. Hein. Le Togo a été vendu depuis. C'est seulement l'argent qu'on... c'est seulement l'argent qu'on n'a pas distribué à tous les Togolais. Et Nicolas, ce que tu ne sais pas, c'est vrai. Chaque étranger au Togo, avec son colonel, bien sûr, son policier, son gendarme, son militaire. Et puis vous allez voir que dans nos sociétés ici, lorsque les élections approchent, c'est ces mêmes communautés étrangères qui disent oui, nous offrons telle somme pour la campagne. Ils en font. Nous allons faire tel nombre de trucs. Et c'est là où ils ont plus de l'aval et la force pour opprimer encore les Togolais. Malheureusement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, cette diaspora, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Moi, je pense aujourd'hui que, vu la situation où, quand vous amenez un bagage, on se coule dessus pour déchirer les valises, compter tout ce qui est dedans pour que tu payes. L'argent là, est-ce que ça va même au trésor? Un gros point d'interrogation, parce qu'ils sont encore là-bas, ils vont dire, ah, c'est encore venu, on va encore manger. Parce qu'ils en mangent chaque fois d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, la situation aujourd'hui est déplorable. Bon, maintenant, dans cette situation, comment on peut appeler maintenant la diaspora togolaise à venir investir au Togo? Dans cette situation, comment on peut amener les gens à dire oui, nous avons ça, venez et investissez pour les jeunes Togolais? Mais non, ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas du tout encourageant. Je pense aujourd'hui que ceux qui prétendent gouverner ce pays vraiment puissent revoir les choses. Si on veut revoir les choses, ce n'est pas une manière d'amener un ministre de soit coopération qui déambule de telle ville, de tel pays à telle ville, de tel pays à telle ville, avec l'argent du contribuable. Et chaque année, quand déjà on fait le coût de toute cette visite que lui-là a faite à travers les pays, on peut créer même une entreprise au Togo et au lieu de faire ça, on veut annihiler plus les chances de développement ou bien les chances d'investissement de la diaspora togolaise. Je pense qu'il faut revoir ça. Il faut revoir cette manière de faire. Il faut vraiment revoir cette manière de faire pour encourager nos frères qui sont à l'étranger de venir investir au Togo. Sinon, nous courons vraiment à un risque très grave. Franchement. Merci beaucoup. Non, moi j'ai des amis qui veulent envoyer des ordinateurs, des livres, plein de trucs pour soutenir les Togolais. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? J'ai même un ami en Suisse qui est en train de faire un projet pour soutenir la presse togolaise. Dans ce sens-là, lui apporter des matériels informatiques pour renforcer la capacité des journalistes togolais. Mais la dernière fois, il m'a appelé, il m'a dit, Jérôme, est-ce que c'est vrai que l'auteur a fait ça? Bon, je lui ai dit que c'est vrai, mais le lendemain, l'auteur a démenti. Il a dit, oh, en fait. Et puis, par après, la situation s'est présentée. Il m'appelle, dit, Jérôme, avec ça, là, vous n'aurez plus de chance. Hein. Alors, qui perd? Qui perd dans ça, là? C'est les Togolais qui perdent. C'est les Togolais qui perdent. Alors que l'État appelle à tout moment de venir à son secours afin qu'il puisse quand même supporter les besoins des populations togolaises. Mais c'est l'État même qui refuse. Au même moment qu'il refuse par d'autres moyens aux gens de venir. Ce n'est pas... Vraiment, c'est compliqué, je ne comprends pas. On nous a annoncé des batteries de mesures dans ce pays. Batteries de mesures. J'ai réussi à poser la question le jour là, lorsque j'étais à la conférence. Pour la première fois, on m'a invité. Et j'avais posé la question et depuis ce jour-là, on ne m'invite pas pour les conférences de presse. J'ai demandé, est-ce qu'on peut nous énumérer les batteries de mesure là, concrètement, et à partir de quel moment, juste
ces batteries de mesure va commencer par prendre pour qu'on sache véritablement qu'il y a des batteries de mesure qui vont arriver. Et bizarrement, la première batterie de mesure qu'on m'a donnée, c'est l'augmentation du prix du carburant. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est dommage. C'est dommage. Et on se dit que véritablement, on veut toujours gouverner ce pays. Regardez ce que Macky Sall est en train de faire. Plus de 500 000 ménages qu'on veut soutenir avec 80 000 francs. Regardez ce que Patrice Talon a fait, est en train de faire jusqu'à ce jour. Le Ghana d'un côté. Regardez ce que Ado a fait. Et mais M. Faure Gnassingbé, qu'est-ce que lui fait concrètement et propose concrètement aux Togolais pour soulager, pour nous soulager de cette souffrance? On te dira qu'on a annulé les taxes pour 3 mois dans les marchés. Vous arrivez, lorsqu'ils ont dit cette chose-là la dernière fois qu'ils ont fait le plafonnement des prix, je me suis dit, mais pourquoi on s'amuse comme ça avec nous? Pourquoi est-ce que des gens délibérément décident quand même de nous faire du mal? Ça, on a décidé délibérément de faire du mal parce que cette situation a encore créé d'autres situations entre les revendeuses et puis les acheteurs. Vous arrivez dans le quartier, le maïs, en tout cas dans mon quartier jusqu'à ce jour, c'est à 800 francs. Jérôme, on va en venir tout à l'heure parce que tu es déjà en train de rentrer dans l'autre. Nous allons y revenir. Alors, nous allons faire une pause et puis nous revenons après.